Okan Germinayoglou, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes enseignant à l'ESCE, enseignant-chercheur. Vous êtes un spécialiste des relations internationales et vous êtes docteur en sciences politiques. Et si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour nous présenter un ouvrage que vous avez choisi, La lutte pour la reconnaissance, d'Axel Honneth. C'est un choix qui peut paraître curieux en relations internationales. On ne voit pas très bien quel est le domaine de la reconnaissance en relations internationales, mais peut-être que vous pourriez nous expliquer d'abord qui est Axel Honneth et pourquoi ce choix. Tout à fait, Olivier. Alors, Axel Honneth est un philosophe reconnu qui vient de l'école de Francfort. Donc, c'est une école de pensée, de critique sociale, de critique des sciences sociales, notamment en termes de philosophie politique. Axel Honneth fait partie de ce qu'on appelle cette deuxième génération de philosophes allemands en particulier. Il est né en 1949 et il s'est intéressé à ce qu'on appelle donc cette lutte pour la reconnaissance que vous avez évoquée justement. Et cette lutte pour la reconnaissance, elle a un intérêt particulier dans les relations internationales, c'est qu'elle peut nous aider à comprendre les crises et les conflits contemporains dans nos relations internationales. Comprendre comment une guerre peut éclater ou un conflit de basse intensité peut éclater entre des États ou entre des États et des organisations, par exemple terroristes, si on parle des conflits contemporains actuels, et également d'exprimer d'une certaine façon la manière de comprendre réellement comment on peut résoudre ou prévenir des conflits dans les relations internationales à travers la lutte pour la reconnaissance. Mais c'est une théorie avant tout. C'est une théorie. Et cette théorie, elle mérite d'être vérifiée et pour cela, il est nécessaire de l'expliquer en détail. Alors c'est intéressant parce qu'au départ, Axel Honneth ne s'est pas du tout préoccupé des relations internationales. Vous l'avez dit, c'est un héritier de l'école de Francfort. La première génération est née dans un contexte particulier, lourd, puisque c'était le nazisme. Tout à fait. Ils ont fui vers les États-Unis et ils ont émis une critique de la domination très forte. Axel Honneth arrive bien plus tard, il a travaillé avec Habermas. Exactement, ça a été son élève. Ça a été son élève, et d'ailleurs ce livre a été fait sous le patronage de Habermas, et il arrive avec une théorie de la reconnaissance, qui est une théorie inédite, nouvelle. Il fait de cette question un enjeu théorique crucial, et il axe la question de la reconnaissance dans des sphères. Exactement. Qui sont au nombre de 3. Peut-être que vous pourriez nous expliquer un peu quelles sont-elles, et en quoi la reconnaissance rentre là-dedans? Alors, justement, cette lutte pour la reconnaissance, comme vous l'avez exprimé, c'est avant tout une lutte qui est exprimée par Axel Honneth en termes de critique du capitalisme, hein, c'est-à-dire qu'il y a une domination certes du capitalisme dans le monde, hein, c'est une école aussi voilà, qui est liée au marxisme en termes de pensée philosophique, mais Axel Honneth est différent des autres auteurs, par exemple Charles Taylor ou Nancy Fraser, d'autres collègues qui ont travaillé aussi sur la lutte pour la reconnaissance, dans la mesure où Axel Honneth estime que la lutte pour la reconnaissance doit se faire à travers la conception que l'homme, l'être humain, est avant tout un être moral et non pas un être qui fonctionne à travers des intérêts économiques, des intérêts particuliers, ce qu'ont eu en tendance d'autres auteurs, donc Fraser ou Charles Taylor, ont eu tendance à estimer qu'on pouvait analyser la lutte pour la reconnaissance, par exemple, par des groupes sociaux dans des sociétés, des groupes qui se sentent en minorité, qui se battent pour se faire reconnaître, mais ils le font uniquement pour des intérêts. Il faut, pour Axel Honneth, aller au-delà de ça et considérer que ces groupes qui se battent pour leur reconnaissance, ça peut être des individus, ça peut être des groupes au sein d'une société, sociétés modernes, hein, ce sont nos sociétés contemporaines, se battent avant tout parce qu'ils estiment qu'ils ont des valeurs à défendre, des valeurs à reconnaître, et que même par exemple le monde ouvrier, les marxistes s'intéressent beaucoup au monde ouvrier, bien que même le monde ouvrier qui peut chercher à se battre pour faire reconnaître, pour avoir de meilleures conditions de vie, en fait le monde ouvrier se bat aussi pour l'égalité et la justice. Avant tout, donc pour des valeurs morales. Et c'est ça qui est fondamental chez Axel Honneth, c'est avant tout de considérer que l'être humain est un être moral avant d'être un être économique, hein, un homo economicus, hein, si on peut dire ça en latin. Et c'est à partir de là qu'il élabore 3 sphères, comme vous l'avez présenté. Tout d'abord, il y a cette sphère, la toute première, c'est-à-dire c'est un processus, hein, c'est un processus déterminé pour l'émancipation de l'homme en tant qu'être moral. On doit d'abord partir sur une analyse de sa reconnaissance, mais dans le cercle familial, c'est-à-dire les relations familiales. Il faut mesurer, par exemple, dans sa théorie, quel est le degré de reconnaissance en termes d'amour de l'individu, l'amour qu'il reçoit de sa famille, ou alors le mépris aussi qu'il peut recevoir de ses parents ou de ses proches.
c'est ce qui constitue à la base l'individu. D'après Axel Honneth, c'est là qu'on mesure les premières formes de reconnaissance et de déni de reconnaissance, c'est-à-dire le rejet, les débuts de rejet, on ne vous reconnaît pas certaines qualités, etc. Mais ça commence dans la structure familiale, première sphère. Et c'est ce qui construit la confiance en soi, Exactement. qui sera indispensable pour se projeter dans le monde. Exactement. On pourrait même considérer que cette sphère peut être réellement fondamentale dans l'émancipation de l'individu dans son futur, dans son avenir. Sans faire de la psychologie de bas niveau, mais simplement on se rend compte souvent que, par exemple, malheureusement, des personnes qui commettent des violences dans leur vie, violences criminelles, violences sexuelles, etc., ont elles-mêmes connu dans leur vie familiale dès l'enfance des agressions, des violences, et semblent les reproduire aussi d'une certaine manière plus tard dans leur vie d'adulte, ce qui est déjà problématique. Et c'est intéressant de se focaliser sur cette première sphère qui semble très intéressante dans la théorie d'Axel Honneth. La deuxième sphère, c'est la sphère dite juridique, c'est-à-dire la reconnaissance cognitive. Donc, c'est-à-dire concrètement cette forme de reconnaissance d'un point de vue des droits juridiques. On est tous des citoyens, nous avons des droits, nous avons des devoirs. Eh bien, là, nous avons des formes de reconnaissance. On peut vous reconnaître des droits, etc. Le droit de voter, le droit de conduire, le droit de travailler, exactement. Même quand vous êtes immigré, vous avez une carte de séjour, droit de travail, etc. Inversement, dans le cadre de cette sphère juridique, on peut aussi vous retirer vos droits parce que vous avez commis des crimes, des vols, etc. Il y a des justices, il y a de la justice, vous devez payer quelque chose, on vous retire votre permis de conduire, je me focalise sur le permis de conduire, mais par exemple, voilà, vous avez fait plusieurs accidents, plusieurs fautes, on vous retire le permis. On peut aller même jusqu'à l'emprisonnement ou à l'exclusion. Mais c'est vraiment dans le cadre toujours du droit. Deuxième sphère. Pardon, je vous interromps une seconde, puisque à la confiance en soi qui allait avec l'amour, là on est dans la dimension du respect. Axel Honneth estime que c'est une dimension juridique. Exactement. C'est la reconnaissance. Par exemple, nous sommes face à face, je vous reconnais les mêmes droits qu'à moi, nous sommes dans une situation légale, d'égalité, et ça c'est le respect. Voilà, de respect mutuel, c'est ça. En tant que citoyen, en tant que personne. Mais on n'est pas encore dans la troisième sphère. Là, on parle véritablement de la reconnaissance donc, juridique, de termes de droit, en tant que citoyen, et on est déjà au-delà de la sphère familiale. On a dépassé celle-ci dans le terme du processus. Ensuite, on arrive et là, on est vraiment dans le cadre du respect. On parle de confiance dans la première sphère. Là, on parle de respect mutuel dans la deuxième sphère. Donc, je suis toujours dans l'explication de cette théorie d'Axel Honneth. On arrive à la troisième sphère qui, en fait, est la sphère ultime, celle qui permet d'aller à l'aboutissement de l'individu dans son émancipation morale, dans sa forme d'accomplissement moral. Parce que l'individu cherche à se faire reconnaître c'est l'image qu'il a de lui-même, c'est-à-dire une image valorisée. Il se dit voilà, j'ai des qualités, j'ai des compétences, je peux être beau, je peux être intelligent, sociable, etc., que ce soit pour une fille ou un garçon, et je veux qu'on me le reconnaisse. C'est la troisième sphère, c'est-à-dire qu'on est dans l'estime sociale. L'estime sociale, on a parlé donc d'abord de confiance, de respect. La troisième sphère, c'est l'estime sociale. C'est véritablement l'aboutissement d'une reconnaissance. On vous reconnaît donc dans cette estime sociale que vous avez des qualités, des compétences, qu'on vous reconnaît également le fait que vous apparteniez à une communauté de valeurs, valeurs morales, valeurs éthiques, etc. Et que cela peut aussi, à l'inverse, dans le cadre d'un déni de reconnaissance, dans cette troisième sphère, eh bien, on peut aussi vous dire que non, vous n'êtes pas du tout dans le cadre de cette communauté de valeurs, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas cette qualité, vous pensez que vous êtes intelligent, non, vous ne l'êtes pas. On refuse de vous reconnaître cette forme de choses, ces qualités par exemple, voire même jusqu'à l'humiliation. C'est-à-dire par exemple, on peut vous humilier, vous pensez que vous avez une image très haute de vous-même, suffisante, et qu'on vous dit non, vous n'êtes pas du tout à ce niveau-là, et que même on essaye de vous, entre guillemets, de vous écraser, on peut arriver à des formes d'humiliation. Et les formes d'humiliation peuvent, elles aussi, amener à plus d'agressivité de la personne qui se sent ainsi humiliée. Donc à la fois, ça peut être son émancipation à l'individu dans cette troisième sphère, mais on peut aussi aboutir à une forme qui peut être peut-être bien plus violente si la personne se sent humiliée dans l'estime sociale qu'elle recherche, dans la société. Alors là, justement, cette question de l'estime sociale qui serait la forme la plus aboutie, et on vient d'énumérer les trois sphères et les formes de reconnaissance qui viennent avec, qui passent toujours par l'autre. Tout à fait. Ça, les étudiants doivent bien le comprendre, c'est-à-dire que la reconnaissance, on a besoin d'un autre
pour la reconnaissance. Exactement. Je rebondis sur ce que vous dites. C'est-à-dire que dans la théorie d'Axel Honneth, ce qui est fondamental, c'est qu'on ne peut pas rechercher l'estime ou le respect ou même la confiance, si on prend les 3 sphères, tout seul dans son coin. Il le faut avec la relation à l'autre, l'autre avec un grand A, c'est-à-dire vous, les gens qui sont dans ce studio, pour des étudiants, c'est-à-dire dans un groupe d'étudiants, avec leurs enseignants, même avec leur famille. Ils ont besoin de l'autre, ils ont besoin de cette relation à l'autre, et c'est de là que se forment, que se construisent ces relations dans le cadre de ces 3 sphères, donc relations familiales, relations juridiques, estime sociale. C'est fondamental cette relation, et c'est justement à partir de là que on peut tenter de calquer cette théorie d'Axel Honneth aux relations internationales. Parce qu'aux relations internationales aussi, on doit penser ces relations internationales dans le cadre de relations entre acteurs internationaux, des relations entre États, des relations entre États et organisations internationales comme l'ONU, ou bien encore des relations entre les États et des groupes qui ne sont pas des États, des groupes non étatiques. Alors ça peut être des ONG, ça peut être différentes associations, ça peut être des groupes violents comme les groupes terroristes, ou des firmes multinationales, des entreprises. Ça peut aller très loin, et là encore, on peut, et c'est dans le cadre de mes recherches, que la théorie d'Axel Honneth peut être intéressante appliquée aux relations internationales. On parle de relations là aussi. Donc relations entre les êtres humains, relations entre États et acteurs non étatiques par exemple. Il y a des choses intéressantes à travailler à partir de cette théorie de la lutte pour la reconnaissance d'Axel Honneth. On le voit bien, par exemple, pour prendre des exemples récents de l'actualité, quand un nouveau président vient d'être élu, comme en France, et qu'il est reçu au G20, il est adoubé par ses collègues, d'une certaine façon. C'est une reconnaissance bien au-delà de la personne, de l'État français, des institutions démocratiques. Exactement. Et donc ça, c'est un jeu qui se met en place, mais quand certains acteurs ne sont pas reconnus par la communauté internationale, là, il peut y avoir des jeux plus violents aussi. Tout à fait. C'est l'exemple, par exemple, d'Emmanuel Macron, qui vient d'être élu, reçu par ses pairs, donc par ses homologues, ses autres présidents, chefs d'État et de gouvernement. On est un peu dans le respect mutuel, on est un peu dans la reconnaissance juridique, c'est un groupe, les États se retrouvent, les chefs d'État se retrouvent, il est normal, même si la personne qui vient d'être élue, elle est sympathique ou pas, peu importe, elle est reconnue, elle est là. Après, tout dépend aussi de la relation que peut avoir ensuite le nouveau chef d'État avec d'autres chefs d'État en particulier. On parlait du fameux serrage de main entre Trump et les différents chefs d'État. On a vu que ça a été particulier entre Trump aussi et Emmanuel Macron. Et là-dessus, on est aussi dans des formes de, non pas de rapport de force par intérêt, mais ici plutôt dans vraiment des relations de recherche d'estime sociale. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des personnalités qui se rencontrent, peut-être qui s'affrontent, qui vont coopérer ou bien qui vont s'affronter selon l'image qu'elles ont d'elles-mêmes et l'image pour laquelle elles veulent être reconnues. On a vu par exemple à la sortie de ce même G20, Donald Trump, dans une foule de chefs d'État, se mettre devant tout le monde et remettre sa veste comme ça pour montrer que c'est lui, le président des États-Unis, qui doit être devant tous ces chefs d'État et de gouvernement. Alors qu'il était dans la foule, il bouscule tout le monde et se met devant tout le monde en disant « Voilà, regardez-moi, je suis là ». Alors qu'on sait très bien qu'il est le président des États-Unis, donc il a déjà le respect mutuel, mais on sent qu'il a besoin de rechercher cette estime sociale et de se montrer. Mais il est dans la relation avec ses homologues, et relation avec les médias, relation avec les autres, relation avec les électeurs américains, avec le monde entier. Même le chef d'un État très puissant comme les États-Unis a besoin aussi d'estime sociale, de reconnaissance, alors qu'il est pourtant déjà président des États-Unis élu. C'est intéressant. On pourrait aussi en dire autant pour Vladimir Poutine, pour la Russie, ce qui nous renvoie aussi à la personnalité des individus, des chefs d'État, mais aussi des individus en général. Une forte personnalité, parfois tendance un peu paranoïaque ou un peu autoritaire, aura plus tendance à rechercher une forme de reconnaissance qu'une personne plus posée, plus calme. Il faut prendre les personnalités à part entière, une par une, et bien les connaître. Ce qui est important dans la théorie d'Axel Honneth, justement, c'est de bien connaître l'identité des acteurs, c'est-à-dire des personnalités qu'on étudie. Il faut toujours bien connaître leur identité, leur parcours social. C'est fondamental avant de tenter d'essayer d'appliquer cette théorie de la lutte pour la reconnaissance. Bien sûr, puisque c'est ça qui va contribuer à la construction de l'identité. Donc la question du parcours de l'origine va jouer dans cette construction d'identité avec ces sphères de la reconnaissance sociale. Pour aller plus loin, je vous propose, Ockham, d'écouter un extrait du livre d'Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance.
Il s'agit, si je ne me trompe pas, du chapitre 6. On a parlé, nous, de l'amour, du droit à la solidarité. Exactement. C'était le chapitre 5. Et dans le chapitre qui suit, Axel Honneth s'intéresse aux formes de déni de reconnaissance, Exactement. ce qu'on appelle le mépris. Alors, je vous propose de l'écouter tout de suite avec Boris Begard, étudiant à l'ESCE. Depuis toujours, les victimes de mauvais traitements ont décrit leur expérience essentiellement à l'aide de catégories morales comme l'offense et l'humiliation, qui renvoient à des formes de mépris, c'est-à-dire de déni de reconnaissance. De l'entrecroisement intime de l'individualisation et de la reconnaissance résulte une possibilité particulière de rabaisser l'être humain, ce que l'on appelle précisément le mépris. Parce que l'idée normative que chacun se fait de soi-même dépend de la possibilité qu'il a de toujours se voir confirmer dans l'autre. L'expérience du mépris constitue une atteinte qui menace de ruiner l'identité de la personne tout entière. Or, il est clair que ce qu'on appelle couramment le mépris ou l'offense recouvre des formes plus ou moins graves d'agression psychique d'un sujet. Entre l'abaissement manifeste que subit une personne privée de ses droits fondamentaux et l'humiliation subtile qui nous est infligée quand il est fait publiquement allusion à nos échecs, il existe une différence. Il semble logique de partir d'un type de mépris qui atteint la personne sur le plan de son intégrité physique. Les formes de sévices par lesquelles on retire à un être humain toute possibilité de disposer librement de son corps constituent en effet le genre le plus élémentaire de l'abaissement personnel. En essayant, dans quelque intention que ce soit, de se rendre maître du corps d'une personne contre sa volonté, on la soumet en effet à une humiliation qui détruit en elle, plus profondément que d'autres formes de mépris, sa relation pratique à soi. Car la particularité de telles atteintes, torture ou viol, ne réside pas tant dans la douleur purement physique, que dans le fait que cette douleur s'accompagne chez la victime du sentiment d'être soumis, sans défense, à la volonté d'un autre sujet, au point de perdre la sensation même de sa propre réalité. La violence physique représente un type de mépris qui blesse durablement la confiance que le sujet a acquise, grâce à l'expérience de l'amour, en sa capacité à coordonner son corps de façon autonome. Aussi entraîne-t-elle, avec une sorte de honte sociale, une perte de confiance en soi et dans le monde. Si la première forme de mépris est liée aux sévices corporels qui détruisent la confiance élémentaire qu'une personne a en elle-même, nous devons en chercher la deuxième forme dans les expériences d'humiliation qui peuvent affecter aussi le respect moral qu'elle se porte. Il s'agit des modes de mépris personnel dont un sujet est victime lorsqu'il se trouve structurellement exclu de certains droits au sein de la société. Se voyant débouté d'exigences juridiques socialement admises, l'individu est blessé dans son attente intersubjective d'être reconnu comme un sujet capable de former un jugement moral. À cet égard, l'expérience de la privation de droits est typiquement liée à une perte de respect de soi, c'est-à-dire à l'incapacité de s'envisager soi-même comme un partenaire d'interaction susceptible de traiter d'égal à égal avec tous ses semblables. Il est caractéristique de différentes formes de mépris que leurs conséquences individuelles sont toujours décrites à l'aide de métaphores, évoquant des états de dégradation du corps humain. Les différentes formes de mépris jouent relativement à l'intégrité psychique de l'individu le même rôle négatif que les maladies organiques pour la reproduction de son corps. L'expérience de l'abaissement et de l'humiliation sociale menace les êtres humains dans leur identité, tout comme les maladies les menacent dans leur existence physique. Okan, comme on l'a entendu dans l'extrait mentionné, Boris Begard nous a montré qu'en fait le mépris pouvait affecter chacune des sphères de l'existence qu'on a évoquées, l'amour, le droit, la solidarité. Et sa conclusion est intéressante puisqu'il évoque la maladie. Et il fait un parallèle entre la maladie qui peut affecter l'intégrité physique de quelqu'un et le mépris qui peut affecter l'intégrité psychique ou psychologique de l'être et donc sa construction identitaire. Là, on est dans l'écroulement de l'identité d'une certaine façon. Exactement, c'est-à-dire que si on reprend le fondement même de la lutte pour la reconnaissance d'Axel Honneth, il s'inspire de la philosophie de Georg Hegel, philosophe allemand, dans ce qu'il appelait la dialectique du maître et de l'esclave. Et par exemple, dans ce type de relation, pour Axel Honneth, en reprenant Hegel, la maladie psychologique qui pourrait affecter un individu, ce serait celui de l'esclave, celui qui est soumis, celui qui, à la limite, il y a des cas pathologiques
par exemple. C'est-à-dire qu'un esclave, par exemple, pourrait très bien subir des humiliations, mais ne jamais réagir, parce que son identité est tellement détruite dans son esprit qu'il n'a plus la force de réagir. Et il continue à accepter des humiliations en permanence. Même dans nos sociétés modernes, il y a des cas qui peuvent exister ainsi, de subir des humiliations et de ne jamais réagir. À l'inverse, certains esclaves, entre guillemets, peuvent très bien, à la fin, à force de subir des humiliations, eh bien, prendre conscience que ce n'est plus possible, ils doivent reconstruire leur identité, mais cela doit passer par une réaction violente. Et ça peut donc passer par la rébellion, la révolte contre le maître, la rupture du lien avec le maître, que le maître a imposé à l'esclave. Et dans ce cadre-là, si on le reprend aux relations internationales et même dans la vie de tous les jours, ça peut impliquer des formes de violences diverses, violences physiques et aussi des violences de type conflit, guerre, dans le cadre des relations internationales. Je prends par exemple, alors un exemple qui est tout à fait intéressant de déni de reconnaissance, c'est le moment des attentats du 11 septembre 2001. Là, on sort vraiment du cadre du maître de l'esclave, mais par exemple, Saddam Hussein, président de l'Irak, président dictateur de l'Irak, le 11 septembre 2001, son pays est sous blocus américain, blocus onusien, il a perdu plusieurs guerres, mais il reste en place, il est chef de son pays, mais dictateur, mais il se sent quand même humilié parce que son pays ne vaut plus rien, son régime est encerclé. Et au moment des attentats du 11 septembre, la réaction de Saddam Hussein, qui est donc humilié dans son image, pour autant, c'est de se moquer des Américains en disant « c'est bien fait pour vous, ce qui vous arrive, les attentats du 11 septembre ». Sauf que Saddam Hussein n'est pas complice des attentats du 11 septembre. Dans son orgueil, à cause des humiliations qu'en tant que personnalité paranoïaque qu'il a reçues, qu'il a subies des Américains, l'individu en tant que tel, Saddam Hussein, va donc se moquer de ces attentats. Et les Américains qui sont aussi orgueilleux, qui ont aussi une très haute image, une très haute estime d'eux-mêmes et qui sont en plus agressés sur leur propre territoire pour la première fois de leur histoire, eh bien ces Américains vont se dire mais ce petit dictateur qui se moque de nous, Saddam Hussein, déjà il n'est pas plus très fort, plus très puissant, il ose se moquer de nous, peu importe qu'il soit complice ou pas des attentats, on va lui régler son compte. Et donc ça va se finir par un conflit. La guerre en Irak en 2003, c'est le règlement de compte des Américains, de George W. Bush et des Américains pour dire, voilà, Saddam Hussein, bon, complice ou pas, on n'en sait rien, mais au final, on va lui régler son compte. Effectivement, d'une certaine manière, Saddam Hussein a un peu mis fin, entre guillemets, à son régime le jour où il a moqué les Américains après les attentats du 11 septembre 2001. À l'inverse, pour apaiser les tensions, un autre exemple dans les relations entre États, 1970, vous avez le chancelier allemand, Willy Brandt, qui va en Pologne. Les relations sont exécrables entre l'Allemagne et la Pologne suite à la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des crimes nazis qui ont été commis en Pologne. Et donc les Polonais ont une très mauvaise image des Allemands en général. Il n'y a pas de relations diplomatiques. Et le chancelier Willy Brandt, qui est chancelier de la République fédérale allemande, donc ce qu'on appelait à l'époque l'Allemagne de l'Ouest, eh bien, il mène ce qu'on appelle la Ostpolitik. C'est donc une politique menée vers l'Est, vers l'Union soviétique, vers les pays du bloc de l'Union soviétique, et il va en Pologne. Et, chose incroyable, Willy Brandt, qui n'était pas obligé de le faire, va au mémorial de Varsovie, mémorial qui commémore les crimes nazis sur le peuple polonais. Eh bien, il va au mémorial, il se met à genoux pour faire une prière devant ce mémorial. Les Polonais sont très touchés et ça va apaiser les tensions. C'est-à-dire que c'est tellement de reconnaissance, cette reconnaissance de crimes commis, mais aussi d'une certaine manière de ce qu'a subi le peuple polonais durant le régime nazi, eh bien, ça a apaisé les tensions de la part même d'un chancelier allemand, ça a apaisé les tensions et ça a permis de recréer des relations diplomatiques entre l'Allemagne, donc l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, et la Pologne. Et ça a été un marqueur très important. C'est pour ça que même Willy Brandt a gardé une excellente image encore aujourd'hui. Il a été, je crois, si je ne me trompe pas, récompensé pour ses actes au niveau des relations internationales en faveur de la paix. Et ce sont ces formes de déni de reconnaissance ou simplement de reconnaissance qui permettent à la fois d'apaiser les conflits ou de les créer. Dans le cas de Willy Brandt ou dans le cadre des attentats du 11 septembre, là on revient à nouveau donc, à cette sphère ultime, cette troisième sphère, donc l'estime sociale qui peut jouer dans les relations internationales.
C'est absolument fascinant dans ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on a toujours tendance à voir les relations internationales, la géopolitique, la géostratégie comme un domaine presque de jeu d'échecs, hein, de la stratégie très fine où on pense, calcule à plusieurs coups d'avance, etc. On pourrait dire que du côté des tabloïds, on va aller chercher du côté de la psychologie d'un chef d'État paranoïaque, pulsionnel ou je ne sais quoi. Et vous, par Axel Honneth, vous arrivez à tisser un lien entre ces deux sphères, la dimension géostratégique qui serait la noblesse de la politique et la dimension pulsionnelle qui serait la plus basse chez l'homme. Et en fait, en disant que finalement les décisions géostratégiques sont parfois prises à un degré très élémentaire de l'homme, mais qui renvoie déjà à du social, puisque c'est la question de l'estime de soi, la question de la reconnaissance sociale, du respect réciproque. Exactement, c'est-à-dire qu'à la base même de la réflexion de l'école de Francfort, on est dans cette analyse des relations sociales entre les individus, entre les groupes sociaux. Ce qu'on peut analyser au niveau des relations internationales, à la base, c'est ce qu'on observe dans le sein des sociétés. Donc, par exemple, si on reprend ici le SCE, la vie d'un étudiant, comment il peut être reconnu, comment il va chercher à se faire reconnaître peut-être par les bonnes notes qu'il pourrait très bien avoir, par les excellentes relations, son implication dans des associations avec d'autres étudiants, d'une reconnaissance aussi de sa qualité de travail par les enseignants. On est tous en quête de reconnaissance. On est tous des acteurs en quête de reconnaissance et ce qui semble juste chez Axel Honneth, à mon avis personnel, c'est qu'on est des individus moraux avant d'être des individus qui cherchons que l'intérêt, c'est-à-dire intérêt stratégique, etc., même dans les relations internationales. Il ne faut vraiment pas exclure cette quête de morale, de notre estime, de l'image qu'on recherche de nous-mêmes auprès des autres. Non pas auprès de nous-mêmes, mais auprès des autres. On est toujours dans cette relation à l'autre qui est fondamentale. Et si nous-mêmes, nous nous mettons à mépriser l'autre en face de nous, eh bien celui-ci, il va être soit très apathique, hein, c'est-à-dire en gros il ne va pas réagir, il va accepter peut-être des humiliations. Il y a des personnes peut-être de faible caractère qui vont accepter les humiliations, mais jusqu'à quel point, et d'autres personnalités peut-être plus fortes ou plus réactives qui vont dire je n'accepte pas ça et vont réagir violemment. Si ces humiliations, ces formes de mépris vont se répéter, et ça voilà, ce sont des choses qui animent nos sociétés, nos relations entre individus, et je pense que cela relève de la nuit des temps. Oui. Et on voit jusqu'à les débats les plus contemporains sur la question des migrants, par exemple, on pourrait très bien appliquer cette même grille de lecture. Exactement. Pour conclure, j'aimerais vous amener sur ce point, c'est qu'on a un titre qui est la lutte pour la reconnaissance. La reconnaissance ne va pas de soi, elle n'est pas acquise, on peut avoir des régressions comme des progrès. Exactement. Et surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est le processus dynamique. Le mépris peut engendrer des réactions qui vont se traduire par des luttes, des combats sociaux qui peuvent être parfois gagnés et donc permettre d'accéder à une reconnaissance nouvelle. Exactement, c'est-à-dire qu'on l'a vu aussi par exemple dans la société américaine, hein, aux États-Unis, les groupes par exemple afro-américains qui sont battus pour la reconnaissance de leurs droits, droit de vote, droit par exemple d'emprunter des bus ou d'aller dans des toilettes publiques qui ne soient pas réservées qu'aux blancs, entre guillemets. Ils se sont battus, ça s'est fait dans la violence. De même, encore aujourd'hui, des groupes violents à teneur internationale, hein, par exemple comme l'État islamique, tendent à vouloir faire reconnaître non pas seulement des droits, mais ont des revendications de type moral, religieuse, se battent avant tout avec donc, des armes et combattent des États, veulent se faire reconnaître, mais reconnaissance pour eux d'être aussi d'avoir une forme d'État, on appelle l'État islamique, hein, ils sont à cheval entre la Syrie et l'Irak, ce qui est plus difficile en ce moment pour eux, mais ils sont dans cette quête de reconnaissance en tant qu'État. On jongle à la fois entre la sphère de l'estime sociale, la reconnaissance aussi juridique. Le seul problème, là encore, c'est que le mépris, à force, amène à la violence. Et quand on parle de violence physique chez Axel Honneth, cette violence physique, on la retrouve essentiellement exprimée dans la première sphère, celle des relations familiales. Ce qui veut dire que même dans des sociétés modernes, même des gens bien élevés comme vous et moi, qui pourront avoir une très bonne éducation, avoir des diplômes, une très bonne réputation, eh bien, un jour ou l'autre, on peut aussi être amené à, peut-être, parce qu'on subit un mépris qui peut être très marqué, une humiliation, on ne sait pas au quotidien, ça pourrait très bien arriver, eh bien, nous amène à réagir peut-être un jour de manière extrêmement violente. Et on peut considérer que la théorie d'Axel Honneth, qui est un peu trop déterministe,
c'est-à-dire qu'on part de la sphère familiale jusqu'à la sphère de l'estime sociale, eh bien, il faut considérer que même des gens comme nous, qui sommes des personnes morales, on pourrait dire abouties, nous pouvons aussi régresser, nous pouvons aussi peut-être un jour tomber dans la violence. Et on voit que par exemple des États comme la France, des États comme les États-Unis, qui sont des États postmodernes, donc censés ne plus trop pratiquer la violence militaire, la violence physique, la torture ou faire intervenir l'armée pour détruire, eh bien, peuvent quand même continuer à pratiquer la torture au nom d'intérêts, mais aussi d'une certaine manière réagissent par la violence dès lors qu'on les attaque, dès lors qu'on les agresse. Et on le voit par exemple après les attentats terroristes sur le territoire français à partir de 2015, on a eu une accentuation de la répression par la force armée de la France contre les groupes terroristes comme l'État islamique, et aussi le fait qu'on prenne des mesures de plus en plus radicales pour contrôler notre société, les mesures d'état d'urgence, même si elles relèvent des droits du juridique, font qu'à un moment donné, on prend ces mesures exceptionnelles pour, certes, protéger notre pays, mais aussi améliorer la répression et prévenir et améliorer la répression face à la violence terroriste, mais c'est aussi par la violence qu'on répond. Donc même des États peuvent finir par répondre à la violence, même des personnalités, je reviens au chef d'État, des personnalités comme Trump, on parlait de migrants, des personnalités comme Trump peuvent aussi avoir des propos durs, des politiques très dures de par leur personnalité, parce qu'ils ont une vision extrêmement négative, méprisante, voire humiliante pour l'autre, mais l'autre qui n'est pas américain, qui n'est pas white, entre guillemets, qui ne correspond pas aux critères qu'on a de l'estime sociale qu'on pourrait porter à l'autre, parce qu'il ne vous ressemble pas, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, il n'a pas la même religion. Ça peut aller très loin. Ce qui fait que la théorie d'Axel Honneth est très intéressante en théorie, mais elle mérite d'être vérifiée, voire parfois contredite par rapport à la réalité. Je rappelle, c'est une théorie, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie, il faut qu'elle soit à chaque fois vérifiée. On n'est pas dans une pyramide de Maslow, quoi, où les besoins fondamentaux sont remplis, on monte de strate en strate. Juste pour terminer, il y a un mot dans l'extrait qu'on a entendu qui me paraît intéressant sur la violence, parce que c'est une notion très abstraite. Ce que dit Axel Honneth sur la violence, c'est que, en tout cas la violence physique, c'est la soumission de soi à une volonté autre. Exactement. Alors ça c'est la violence physique, mais la violence verbale c'est la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un me soumet par le langage et exerce une forme de violence sur moi à laquelle je ne peux pas réagir. Je suis empêché d'une certaine façon. Et je pense que ça c'est vraiment un objet de méditation profond et intéressant pour nos étudiants. Tout à fait, c'est-à-dire que même encore aujourd'hui, l'éducation, ce pourquoi on est éduqué, c'est considérer qu'on est dans le vivre ensemble et qu'on n'est pas amené à répondre par la violence à une autre forme de violence. C'est-à-dire, on vous insulte, eh bien, vous dites, moi je suis au-dessus de tout ça, je ne réponds pas, l'autre est plus bas que moi parce qu'il est violent dans sa parole ou dans ses gestes, moi je suis bien éduqué, je ne réponds pas et je ne fais pas attention. Mais si on reprend ça et on calque ça aux relations internationales, on peut avoir cette attitude. Nos dirigeants, nos élites peuvent avoir cette attitude, mais à un moment donné, elles en arrivent, elles aussi, à utiliser la violence pour répondre à la violence. Donc, il n'y a pas, de forme déterminée, irrémédiable, où, parce que nous sommes riches, bien éduqués, ou quoi que ce soit, que nous soyons des individus ou des États, il n'est pas exclu que nous-mêmes, nous utilisions un jour la violence face à des propos, face à des réponses, ce qui ne veut pas dire que dans nos relations au quotidien, il nous est autorisé, même si nous sommes bien éduqués, à forcément à dire j'ai le droit quand même un jour de répondre violemment à quelqu'un. Voilà, il ne faut pas l'intégrer ainsi, mais c'est une possibilité par rapport à la théorie qu'il faut nuancer d'Axel Honneth sur la lutte pour la reconnaissance. Okan, je vous remercie pour ces éclairages passionnants sur la lutte pour la reconnaissance d'Axel Honneth. Merci Olivier pour votre invitation. Et à bientôt. À bientôt.